Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, Alors, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait un petit tour du côté de l'actu, et principalement des GPU, du coup, on y va, c'est parti. Alors on commence avec la RTX 3090 Ti, parce que oui, on était censé en savoir plus sur la 3090 Ti de la part d'NVIDIA, ils nous avaient dit ça au début janvier, pendant le CES, et puis depuis, plus rien. Silence radio, en dehors d'un problème supposé de BIOS. En coulisses, ce qui se dit apparemment, c'est que la carte a été repoussée indéfiniment. Alors, c'est pas la première fois qu'NVIDIA nous fait ça sur cette génération de RTX 3000, on avait déjà eu le coup sur d'autres modèles, je sais plus lesquels exactement. Mais en gros, ce qui se passe ici, c'est qu'à la base, au mois de janvier, on était censé avoir des infos sur le refresh de RDNA 2, peut-être aussi un lancement des nouveaux GPU d'Intel, et en gros, cette 3090 Ti de la part d'NVIDIA, ça permet déjà d'avoir la plus grosse, possiblement plus grosse que le refresh d'RDNA 2 qu'on va aborder après, et en plus de tirer la couverture médiatique sur eux, puisque même si le produit est inintéressant au possible, eh bien le fait qu'il soit le plus haut placé dans les benchmarks, même par rapport à l'offre d'Intel ou à la nouvelle, au nouveau refresh d'AMD, et d'avoir la plus grosse, eh bien c'est très important, surtout côté GPU, parce que dans la vraie vie, bon, ça dépend des goûts, on va pas s'attarder là-dessus. Le truc, c'est qu'évidemment, cette carte, ils peuvent la sortir à peu près n'importe quel moment, et ils la sortiront au moment où c'est le plus intéressant pour eux, au niveau marketing, de le faire. Si c'était pas intéressant au mois de janvier, eh bien on va la garder pour plus tard. C'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Bon, alors après, de base, ce type de GPU n'a pas grand intérêt, surtout si longtemps après la sortie de la génération, on arrive quand même à la fin, faut aussi se le rappeler. Acheter à l'heure actuelle un nouveau GPU très haut de gamme, bon, pour moi, personnellement, c'est pas le move le plus intéressant, quand on sait que la relève arrive en fin d'année. Alors après la plus grosse, on passe à la plus petite, puisqu'avoir la plus petite, c'est apparemment aussi important, puisque la GT 1010 est apparue dernièrement, et bien évidemment tout le monde voulait cette GT 1010, tout le monde l'attendait impatiemment. Je suis sûr que certains d'entre vous attendaient une carte encore moins puissante que la GT 1030 avec impatience, et je vous comprends. Et si on fait un tour du côté des specs chez Tech Power Up, on s'aperçoit qu'effectivement, on est toujours sur une puce basée sur le GP108, comme la 1030. En fait, c'est une 1030 castrée. Bon, il devait y avoir des fonds de tiroir. Ce qui est intéressant, du coup, c'est l'estimation des performances. Je sais pas s'ils ont fait des tests sur cette 1010, mais ce que l'on aperçoit, c'est qu'effectivement, on est à peu près au niveau d'une Radeon 4850 ou d'une GTS 250 voire 450, on est en dessous du Radeon Vega 8 qui équipe une bonne partie des APU actuellement, donc effectivement ça va pas permettre de faire grand chose. Et si on continue de dérouler dans la liste des GPU pour chercher la 1030, eh bien on s'aperçoit que la 1030 est 50% plus performante que cette 1010. Bon, ouais. Voilà quoi. On retourne du côté de la plus grosse avec Hopper. Alors Hopper, c'est la future génération professionnelle du côté d'NVIDIA. Et hors gros changement de dernière minute sur les GPU pour gamers, on devrait avoir toujours Lovelace. Bon, c'est ce qu'on sait jusqu'ici, mais on est sûr de rien à 100%. Ce qui est intéressant avec ce Hopper, c'est qu'on s'attendait à la base à ce que ce soit un GPU en multi-chip. Apparemment, ce serait plus le cas, alors on verra si ça se vérifie. Mais ce qui se dit actuellement, c'est que ce GH100, pour l'instant, ce serait une puce monolithique. Alors après, ce serait la plus grosse puce monolithique fabriquée jusqu'ici, puisque ce serait un die de 900 mm², ce qui est là aussi plus gros que la plus grosse puce Ampère pour serveur, c'était le GA100 qui faisait 826 mm². Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'NVIDIA arrive apparemment avec une grosse puce monolithique et possiblement le GH102 en multi-chip. Alors le GH102, en toute logique, devrait être beaucoup plus petit que ce GH100. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a AMD
et Intel en face, hein, qui nous sortent eux du multi-chip d'une façon ou d'une autre, avec Intel son Ponte Vecchio et AMD avec Aldebaran avec CDNA2, hein, dont on entend parler depuis un bon moment. Donc on voit que chez la concurrence, le multi-chip, ben, c'est déjà actif, c'est déjà fonctionnel dans les grandes lignes. Chez Nvidia, pour l'instant, apparemment, il y a un petit retard. En parlant d'Intel, on fait un petit détour du côté de Arc, puisque ben, il y a des cartes qui se promènent dans la nature actuellement, tout comme généralement chez Intel, avant la sortie, on a des processeurs, les Engineering Samples qui se promènent dans la nature, ben, ici c'est un petit peu la même chose. Donc les modèles qui tournent actuellement, hein, qu'on voit passer à droite à gauche sur Twitter, ce seraient des modèles de test pour les développeurs de jeux principalement, pour pouvoir faire des essais, pour voir si ça se comporte bien au niveau des drivers, puisqu'évidemment, au niveau hardware, on sait depuis un moment déjà que le matériel est de toute façon plus ou moins prêt. Ce qui pêche et ce qui fait qu'Intel traîne un petit peu, ben, c'est plus les drivers qui ont besoin de boulot, puisqu'évidemment, s'ils lancent du matériel intéressant mais que les drivers sont dégueulasses, ben, ce serait un petit peu gênant. Bon, alors après, il faudrait quand même pas qu'Intel traîne trop à sortir ses GPU, hein, puisque ça fait déjà très longtemps qu'on en entend parler, ça fait très longtemps qu'on les attend, et au plus Intel traîne à sortir ses GPU, et bien au plus on se rapproche aussi de la sortie des nouvelles générations chez les concurrents. Et autant ce Arc, ce DG2, cette plus grosse puce, arrive à tenir tête à une 3070 Ti apparemment, ça va être un petit peu moche, par contre, de la comparer assez rapidement à la génération suivante chez AMD et chez Nvidia, donc il faut quand même que ça sorte à un moment ou à un autre. On passe maintenant du côté de chez AMD avec le refresh de RDNA 2, hein, dont on entend de plus en plus parler, surtout la semaine dernière. Bon alors, c'est quelque chose qui traînait dans les rumeurs depuis quelques temps. Apparemment, c'est bien prévu pour avril-mai. On avait entendu dire hein, qu'il était possible que ce soit fabriqué sur le 6N de chez TSMC et non pas le 7 nanomètres classique. Eh bien apparemment, on serait bien toujours sur le 7 nanomètres classique et non pas sur le 6N, qui aurait très certainement permis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Ici, en gros, hein, si ça sort dans l'état, si ça sort vraiment comme ça, bah, on aurait tout simplement une gamme overclockée avec de la mémoire plus rapide. Alors, ça sert à rien, c'est exactement la même chose que ce que fait Nvidia avec sa 3090 Ti, avec la 3092 Go. C'est refresh, hein, c'est aussi pour préparer l'arrivée d'Intel et pour occuper un petit peu le terrain, et aussi pour faire un reset au niveau tarifaire. Faut pas chercher plus loin, hein, c'est juste pour se faire encore plus de pognon comme d'habitude. Alors après se pose la question du timing, hein. Un refresh aussi tard dans la vie de la génération RDNA 2, quand on sait que si on fait le lien avec la news suivante, qu'RDNA 3 est bien prévu pour fin 2022, bon, bah, comme je viens de le dire juste avant, hein, c'est pour se faire plus de thunes avec la génération actuelle avant de passer à la suite, mais c'est aussi quelque chose qu'AMD nous fait assez régulièrement en fait, hein. Souvenez-vous les Ryzen 3000 XT, très peu de temps avant l'arrivée des Ryzen 5000, c'est pareil, hein, les Ryzen 5000 3D, alors c'est un petit peu différent, mais en gros le résultat est un petit peu le même, on a un petit refresh avant l'arrivée des futures puces Zen 4, on avait aussi eu d'autres trucs qui étaient sortis à droite à gauche comme ça de la part d'AMD avant la sortie de la génération suivante. Bon bah ici ce sera la même chose. Et donc oui, hein, on a bien confirmation de la part de Lisa Su, hein, le CEO d'AMD, comme quoi RDNA 3 et Zen 4 hein, sont bien prévus pour fin 2022. Et en parlant de RDNA 3, eh bien on a eu une confirmation entre guillemets hein, qu'on sera bien sur du 5 nanomètres et 6 nanomètres sur cette génération de GPU, avec, et c'est ça le plus intéressant, hein, des GPU comme Navi 31 qui auront du 5 nanomètres et du 6 nanomètres sur la même puce, pareil pour Navi 32 et Navi 33 sur le 6 nanomètres uniquement. Alors c'est quelque chose que l'on savait déjà depuis quelques temps, par contre ici c'est plus ou moins confirmé par un ingénieur d'AMD sur son profil LinkedIn. Alors, est-ce que c'est une fuite intentionnelle ou pas? J'en sais rien. Si c'est pas le cas, c'est quand même assez malheureux de sa part. Il risque de se faire taper sur les doigts. Mais ce qui est intéressant au niveau des specs, hein, ben, c'est que ce Navi 31, pourquoi est-ce qu'on a du 5 et du 6 nanomètres? Eh bien, c'est parce qu'au niveau du die en lui-même, comme on le voit ici, ce serait très certainement du 5 nanomètres. Mais entre deux, on a un MCD. Ce qui est un petit peu la même chose que l'on a sur les processeurs d'AMD, hein, qui font un peu le pont entre les deux chiplets, qui lui serait en 6 nanomètres, tout comme sur les processeurs, hein, jusqu'ici, AMD utilisait puces qui étaient fabriquées chez GlobalFoundries en 12 nanomètres depuis assez longtemps. Et au niveau des specs hein, de RDNA 3, de ce qu'on a entendu dire jusqu'ici, ça n'a pas vraiment changé.
On aurait bien nos deux puces avec 60 compute units, cadencées potentiellement à environ 2.5 GHz, voire supérieur. Par contre, on aurait bien 256 mégas d'Infinity Cache par chip, donc 512 mégas d'Infinity Cache au total sur ce Navi 31, hein, ce qui est quand même conséquent pour le cache de niveau 3, et on attend toujours 2.5 fois les performances de Navi 21, donc de la 6900 XT. Pour Navi 32, on aurait toujours du multi-chip avec moins d'unités de calcul activées et un bus mémoire plus petit, avec là aussi un petit peu moins d'Infinity Cache. Les performances devraient être très impressionnantes là aussi. Et Navi 33, qui devrait normalement être la 7600 XT, ce serait donc bien du monolithique, avec là aussi moins d'unités de calcul, un bus mémoire 228 bits, avec là encore une fois potentiellement jusqu'à 256 mégas d'Infinity Cache, et on nous annonce des performances équivalentes à la 7900 XT. Donc cette future génération de GPU, hein, comme je le dis depuis très longtemps, que ce soit chez AMD ou chez Nvidia, ça risque d'arracher complètement la génération actuelle au niveau des performances. Alors après, au niveau des tarifs, hein, ce sera une autre histoire. On ne sait pas du tout dans quelle situation on sera au moment de la sortie de ces futurs GPU. On ne sait pas non plus comment vont la jouer les constructeurs. Ça, c'est aussi une autre histoire. Mais juste au niveau des performances, on risque d'avoir quelque chose d'assez violent quand même entre cette génération actuelle et la génération qui arrive. Et justement, en parlant de la génération de GPU actuelle, eh bien on voit qu'actuellement les prix sont en train de redescendre légèrement. Alors, ça va pas descendre de façon violente du jour au lendemain, quoi qu'il arrive, ça va être progressif. Mais si on prend le graphique ici qui est assez intéressant, hein, on voit pas très bien la ligne en jaune, mais c'est la courbe du tarif de l'Ethereum. Et étrangement, hein, comme à chaque fois, on voit bien que la courbe du prix des GPU suit exactement cette courbe du prix de l'Ethereum. Et aussi, l'action d'NVIDIA suit actuellement exactement le même type de courbe. Donc c'est assez intéressant de voir ça, et on voit quand même que les prix commencent à redescendre tout doucement. Et on s'aperçoit aussi que dans les boutiques en ligne, même, il y a de plus en plus de GPU disponibles en stock. C'est juste que comme les prix ne sont pas hyper intéressants, ça ne part plus aussi vite qu'avant, puisque bien évidemment, actuellement, c'est pas les mineurs de crypto-monnaies qui vont dévaliser la boutique, il y a trop d'incertitudes sur le marché. Du coup, les stocks commencent à s'accumuler, ce qui est une bonne chose, hein, puisqu'il y a un moment ou un autre, ce stock faudra l'écouler. Donc si on continue sur cette trajectoire-là, on l'espère, ça peut changer à n'importe quel moment, hein. On pourrait très bien repartir vers une hausse des cryptos délirantes et un tarif des GPU qui suit derrière, il n'y a aucune certitude. Mais si on continue sur cette courbe que l'on voit actuellement, on pourrait se retrouver avec des prix un petit peu plus convenables d'ici peu. Et on continue avec la partie un petit peu plus gaming, entre guillemets, avec Google qui lâche tranquillement Stadia. Sans grosse surprise, hein, Stadia, ça a quand même été un four. Hein. Stadia, pour rappel, c'était la solution de cloud gaming de Google. Bon, alors le modèle économique, c'était clairement son problème, puisqu'au niveau de la technologie elle-même, c'était pas dégueulasse. Par contre, au niveau du tarif, c'était un autre délire. Puisque pour pouvoir avoir accès au service, il fallait payer un abonnement, et en plus, il fallait payer les jeux. Ce qui est assez différent et beaucoup moins intéressant, par exemple, que même l'offre de Microsoft avec son xCloud, ou l'offre d'NVIDIA avec son GeForce Now, puisque GeForce Now, ça permet d'utiliser des jeux que l'on possède déjà sur sa bibliothèque de jeux PC classique. Tandis que la solution de Google, c'était il fallait acheter des jeux créés pour Stadia. Donc bon, le cloud gaming, j'ai rien vraiment contre, c'est juste que là, le modèle économique pour moi n'a jamais été intéressant, et je suis pas vraiment surpris que ça se casse la gueule. Alors après, ce qui va être intéressant, entre guillemets, c'est de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Apparemment, Google va permettre à d'autres entreprises d'utiliser la technologie. Bon, pourquoi pas. La semaine dernière, on a aussi eu la sortie de Dying Light 2, qui a une implémentation du ray tracing assez gourmande, hein. Vous pouvez aller voir les tests sur le jeu en lui-même. Personnellement, c'est pas un jeu qui m'intéresse, donc je l'ai pas acheté, je ferai pas de test dessus. Mais ce qui est assez étrange, c'est l'implémentation du DLSS et du FSR. Eh bien, les développeurs ont choisi de ne pas mettre, par exemple, le FSR Ultra Quality. Pourquoi? On sait pas. Il manque aussi des presets sur le DLSS, je sais plus lequel. Mais c'est assez étrange. Pourquoi enlever des options quand on rajoute justement ce type d'upscaling sur un jeu aussi gourmand? C'est d'autant plus dommage vis-à-vis du FSR, hein, puisque le mode Ultra Quality sur le FSR, c'est clairement celui qui est le plus intéressant à mon sens, hein, puisque c'est celui qui a le moins de pertes au niveau qualité d'image. Ne pas l'implémenter alors qu'on implémente le reste,
Bon, un peu étrange. Mais bon, dans l'ensemble, hein, j'ai quand même l'impression que le jeu est pas hyper optimisé, et il est très gourmand vis-à-vis de ce qu'il affiche, d'autant plus hein, que pour la version PC, on a la joie, on a l'honneur également d'avoir un dénuveau, hein, cette fabuleuse protection anti-piratage, et le dénuveau hein, dans Dying Light 2, c'est de la merde. Sans surprise, puisqu'en plus ça empêche certaines personnes d'avoir accès à leur jeu et qui peuvent même pas jouer au jeu alors qu'ils l'ont acheté de façon tout à fait normale. Il y a une histoire de nombre d'activations d'instances par jour, enfin je sais plus exactement comment ça marche, mais c'est une connerie. Encore une fois, hein, avoir une protection anti-piratage dans un jeu, ok, mais quand c'est au prix de pénaliser l'acheteur lambda, ça n'a aucun sens. Ça sert à rien, c'est débile, et ça pénalise plus le mec qui achète son jeu, puisque généralement, quand la protection des niveaux a sauté, la version piratée est généralement plus fluide, sans problème d'activation comme c'est le cas ici, et ça fonctionne mieux avec la version piratée, ce qui n'a absolument aucun sens. Enfin, faut arrêter de pénaliser les gens qui achètent vos jeux avec des protections à la con. Enfin bref, hein, c'est pas comme si on avait besoin d'une preuve de plus comme quoi des niveaux c'est de la merde. On en avait déjà eu plein par le passé. Bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère qu'il y a des infos intéressantes dans le lot pour vous. On se retrouve assez rapidement. On aura du test de GPU qui vont débarquer. On se retrouve assez vite. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!